Bonjour Alain Dantine. Bonjour. Alors nous sommes à la foire du livre. Vous êtes là, j'imagine, pour le petit nouveau qui s'appelle La promesse d'Almash, qui est paru chez Ulrich dans la collection Plume de Coq. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Il me semble que vous êtes poète. Essentiellement. Essentiellement, oui. hein, mais depuis peu romancier aussi, Non, ou même parce d'un que- peu plus oui, longtemps. oui. Voilà. Vous avez enseigné la philo à la fois dans les écoles secondaires et à la faculté d'architecture de l'ULG, Voilà. je ne me trompe pas. Votre premier recueil de poésie, si mes souvenirs sont bons, est paru en 1979. Oui, mais c'était à compte d'auteur, donc je l'ai réédité après à l'Arbre à Parole. Mais le premier recueil chez un éditeur, c'était chez André de Rache. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était vraiment quelqu'un qui faisait des bouquins d'art et de poésie. C'était un grand éditeur de poésie. Et alors, votre poésie me semble pour moi saupoudrée d'humour. Il me semble qu'il y a une petite touche là derrière. Et je trouve que c'est pas banal justement ça. C'est vraiment quelque chose qui donne envie de continuer à lire. Et puis à un moment donné, vous avez publié un livre qui s'appelait L'hygiène de l'intestin. Et finalement, ça m'a beaucoup fait rire, mais je pense qu'il n'a pas fait rire tout le monde, ce livre. Non. Je pense que la principale intéressée n'a pas ri. C'est dommage parce que je croyais que... Je lui ai dit une fois au téléphone, puisqu'elle m'a téléphoné juste avant la sortie, que lorsqu'on pastichait quelqu'un, c'est qu'il était vraiment reconnu. C'est comme aller au musée Grévin. Et donc, mais elle n'a pas apprécié. Alors, on va en revenir Oui, à la promesse d'Almash. L'histoire, elle est quand même un petit peu, je dirais, un peu intimiste aussi. Puisque on rencontre ici une héroïne qui s'appelle Didi. Alors, elle vient de perdre son mari, Pierre. Oui. Et alors, on sent là toute la reconstruction qui se fait très lentement par rapport à justement cette séparation douloureuse. Et je trouve qu'on a vraiment envie de découvrir, d'aller à la rencontre de cette fameuse Didi. On en lira un extrait tout à l'heure, mais j'aimerais quand même vous demander, on est ici à la foire du livre, vous avez l'occasion de rencontrer des lecteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui semble naturel pour vous, de rencontrer ces lecteurs? Ah oui, mais je dois dire qu'ici, il y a quand même plus de semaines qu'il est sorti. J'ai une présentation en librairie. Je n'ai pas encore vraiment parlé, sauf un petit peu hier. C'est vrai, dans les travées comme cela, avec l'un ou l'autre qui me posait des tas de questions sur... Et alors, une personne qui venait du Luxembourg. Alors elle voulait savoir parce qu'elle habitait... Elle avait habité Palisol, donc elle voyait bien la maison. Ça l'a tracassée. Elle existe vraiment? Alors la maison existe, oui, elle n'est pas exactement... Au fur et à mesure que j'avançais dans le roman, j'ai pris des distances vis-à-vis des faits. Oui, parce que la promesse d'Almash, c'est une auberge. C'est un hameau, mais il y avait une auberge. Et cette auberge servait aussi, ça je l'ai découvert en allant fouiner en écrivant le livre, c'était l'arrêt de tram qu'il y avait entre Palisol et Bouillon. On pourrait imaginer que Verlaine n'a pas pris le tram, parce que quand il venait, quand il était jeune, le tram n'existait pas. Ou alors il serait revenu à la fin de sa vie, parce qu'il est mort en 1896 et le tram, je crois que c'est vers 1887-88 qu'il était inauguré. Mais il a dû connaître cette maison-là. Ah. Et donc, j'imagine qu'on pourrait en faire un centre culturel Paul Verlaine à un certain moment. Pourquoi pas? Alors, moi, le livre, je sais qu'il commence déjà à avoir une petite vie dans les bibliothèques, puisque j'ai eu du mal à le trouver. Et donc, je me dis que peut-être que le lien des livres avec les bibliothèques, ça vous intéresse? Ou c'est quelque chose que vous vivez de loin? C'est ambigu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les bibliothèques, je les ai connues, j'étais plus que petit, je ne savais pas lire. Mon papa était bibliothécaire à la ville de Namur. Donc après ses heures de bureau, il faisait la bibliothèque tous les jours de 4h30 à 6h30, parfois le samedi, parfois le dimanche matin à l'époque. Et j'ai lu tous les illustrés de l'époque. Je suis spirophile, théatinophile et autres, parce que j'allais l'attendre après l'école ou autre, et j'attendais parfois 1h, 1h30, et je prenais les livres. Donc j'étais dans les bibliothèques,
c'est ambigu. Pourquoi? Ma réponse, parce qu'aujourd'hui, je m'occupe d'une bibliothèque dans le collège où j'étais. Et encore aujourd'hui, je viens d'arrêter il y a 1 an, mais je m'occupe encore du rayon poésie et régulièrement, je rapporte des livres. Mais moi, je ne vais plus dans les bibliothèques parce que quand je lis un livre, c'est bourré d'annotations. Ah. Et quand j'écris, j'ai parfois l'idée que je me dis voilà, ce climat-là, je ne trouve pas les mots, ça ne démarre pas facilement. Hop, je sais que j'ai tel ou tel écrivain et je vais relire 4-5 pages de cet écrivain. Donc, il me faut les livres à portée de main. Oui. Et donc, j'emprunte rarement, sauf si c'est un essai ou autre, ça m'arrive. Le côté frustrant, c'est qu'il faut ramener le livre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez parlé Tintinophile, tout ça, mais votre tout premier souvenir de roman que vous ayez lu? Oh, bien sûr, j'ai lu les romans qu'on faisait lire aux petits garçons, peut-être aux petites filles, mais surtout aux petits garçons quand j'avais 9-10 ans. Mais moi, j'aimais beaucoup le sport, le foot et autres. Mais à 15 ans, j'ai lu un livre qui m'a fortement marqué, d'un auteur que j'adore encore maintenant, c'est Le Sagouin de François Mauriac. Et un des plus beaux livres qui est sorti quand j'avais 16-17 ans, c'est Un adolescent d'autrefois. J'ai encore relu Un adolescent d'autrefois il y a 2 ans à peu près. Alors c'est assez étonnant aujourd'hui de dire qu'on aime Mauriac, parce que c'est pas du tout à la mode. Mais il reviendra, parce que c'est un grand écrivain. Mais oui. Imaginez que vous avez une baguette magique. Vous transformez la bibliothèque en bibliothèque idéale. Elle serait comment? Ah, elle existe. J'ai pas besoin de... L'année passée, je suis parti 2 mois pour marquer la rupture avec l'école, je venais d'arrêter. Je suis parti 2 mois dans l'Amérique du Nord. Donc j'étais au Québec et j'ai une grande amie qui habite à Boston. J'étais passé 2 semaines à Boston, 12-13 jours. Et elle me parlait toujours de la bibliothèque de Boston. Et j'y allais alors que 90% des bouquins sont en anglais, mais je trouvais Le Monde, je trouvais Le Nouvel Observateur, donc je me tenais un petit peu au courant de ce qui se passait en France comme cela. Mais je voyais des adolescents sans complexe, arriver avec leur vélo VTT, avec leur roller. Ils entraient, ils pouvaient faire du bruit dans certaines pièces. Et dans d'autres passages, c'était le silence qui s'imposait. Il ne fallait rien leur dire, ils comprenaient. Ils venaient pendant le temps de midi manger des tartines. Ils avaient aussi des illustrés. Et la bibliothèque était un lieu de passage. C'était un lieu de vie et c'était situé à côté des écoles. C'était organisé par Harvard, mais c'était vraiment près des écoles secondaires. On avait envie. C'était vraiment un lieu de plaisir et de rencontre. Voilà. Je retiens l'idée. Alors, moi je vois à côté de votre main là, un petit livre rouge. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce que vous avez parlé de poésie. Quand j'avais 16 ans, je suis arrivé à la littérature par une fascination. Cette fascination, c'est, suite à une émission de télévisée, on présentait Achille Chavez, qui est un grand faiseur d'aphorismes. Et donc j'ai écrit beaucoup de poèmes influencés par Chavez d'un côté et Sandrard de l'autre. Mais dans l'esprit surréaliste. D'ailleurs, mon premier éditeur de Rach, c'était un surréaliste, il éditait les surréalistes. Et je me suis mis à faire des aphorismes. Et alors, j'ai fait un petit catéchisme à l'usage des Enchantés. Je peux bien vous en lire un ou deux. Oh, bien sûr. Alors, le premier, je sais, il me fait rire qu'en Belgique, il ne fait pas rire en France, parce qu'ils ne connaissent pas. Il ne faut pas confondre les illuminations de Rimbaud avec les apparitions de Beaurain. Effectivement. L'amour, c'est comme la boustifaille. On se rue sur les akouskis, on n'a plus faim pour le reste. Il ne faut jamais se pendre à la légère. Intégriste. Il n'embrassait ses amants que sous une porte cachère. Voilà, genre
Il y en Donc, a alors, 180 ici. On va dedans. peut-être rappeler le titre. Donc c'est le Petit catéchisme à l'usage des désenchantés, il est sorti chez Finitude, Voilà. un excellent éditeur de Bordeaux, que j'ai eu la chance donc, de rencontrer grâce à ça, grâce aux aphorismes. Alors, on va en revenir à la promesse d'Almache. Je vais en lire un petit extrait, mais vous pouvez nous le situer un petit peu? Oui, puisque vous avez même déjà dit que c'était des bourgeois, je dirais, de Bruxelles, qui viennent s'installer en fin de vie, je dirais, à la campagne. Ils ont toujours voulu revenir en Wallonie, parce qu'ils étaient originaires de Wallonie, et ils voulaient une petite fermette, et ils achètent un grand hôtel de 7 chambres, où il y avait restaurant, passe-plat, cuisine d'hôtel, tout, donc un truc qui ne leur convenait absolument pas. Et l'épouse et le mari étaient des amateurs de livres. Mais j'ai essayé à travers le choix de tous mes titres de livres de dire qui ils étaient, à travers leurs choix qui sont quand même assez marqués idéologiquement. Et dernière chose, donc le mari étant mort, la tante demande au neveu de venir ranger la bibliothèque. Voilà. Et des livres, il y en avait partout. Dans le boudoir qui servait de bureau, mais aussi dans chacune des chambres de l'étage. Ils étaient disposés sans ordre dans de grandes bibliothèques en chêne ou en noyer, sur les appuis de fenêtres en marbre de cette demeure aux murs épais, aux nombreuses ouvertures. Pierre achetait un polar avant chaque voyage en train. Il offrait de quoi lire à son épouse et recevait pour son boulot pas mal de manuels de sociologie ou d'économie, tant en anglais qu'en français. Arthur finit par tout sortir des armoires. Il se mit à trier par genre, en commençant par les essais qu'il déposait sans scrupule dans de grandes caisses en carton, sachant bien qu'il ne captivait pas la propriétaire des lieux et finirait à la revente. Il put constater combien cette littérature était éphémère. Telle réflexion politique ou économique qui fit le plus grand bruit 4 ou 5 années plus tôt, qui avait suscité la polémique, les éreintements se trouvaient dépassés par les événements. Elles devenaient désuètes, voire complètement ridicules. Il n'hésitait pas à mettre en boîte des économistes ou des politiques, tels François Giroud ou Guy Sormand. Il défenestra la Bible du défunt, le défi américain de Servan-Schreiber. Les maîtres penseurs de Glucksmann ne retint pas non plus son attention. Il jeta avec l'eau du bain tous les nouveaux philosophes. Il ne conserva que les essais loufoques de Jean Edernalier, tant le personnage si peu conventionnel plaisait à Didi. Pour les romans, il en allait autrement. Pas mal de polars lus ou à moitié lus jonchaient le sol. Il remplit quelques rayons dans la bibliothèque de la grande chambre avec la collection Masque, de nombreux San Antonio, que son oncle adorait, quelques Maigret également. Il élimina d'autorité presque tous les SAS, les trouvant navrants, politiquement incorrects à ses yeux et juste bons pour une revente de seconde main. Il pensa que tous les bouquins qu'il alignait sur les étagères risquaient de n'être plus sortis de leur caveau pendant de nombreuses années. Bof, il aviserait plus tard. Il y avait surtout un tas d'ouvrages de littérature, fruit d'abonnements successifs à des cercles de lecteurs et de la manie de sa tante de posséder tous les derniers prix d'automne ou les écrits d'auteurs médiatisés. Dans les collections achetées par mensualité, la plupart des publications n'avaient jamais été ouvertes. Arthur les rangea dans le boudoir au rez-de-chaussée, par ordre de grandeur, dans le but d'orner, de combler un vide, de cacher un trou dans la tapisserie, de laisser apparaître les lettres dorées de la reliure de cuir. Il y avait de tout, du classique, du commercial, de Zadig à Jean-Louis Bory, de Madame Bovary à Leclésio. Il découvrit même des ouvrages de Guy Descartes ou de Martin Gray. Le farfouilleur se passionna pour les nombreux livres que Pierre s'était procurés à l'époque de ses études ou au début de sa vie professionnelle. Une mine de trouvailles, d'auteurs publiés pour la plupart entre les années 40 et 60. Arthur classa par ordre alphabétique un tas de romans de Bernanos, Brasillac, Chardon, Drieux-La Rochelle, Giono, Morand, Michel de Saint-Pierre et des Hussards, à commencer par le truculent Un singe en hiver de Blondin ou Les corps célestes de Jacques Laurent. Beaucoup d'ouvrages publiés chez Plomb ou à La Table Ronde,
Mais c'est surtout le rendez-vous de Patmos de Michel Déon, évocation d'une Grèce chaleureuse qui retint l'attention d'Arthur, comme sans doute celle de son parent. Le moi, Antoine Tounens, roi de Patagonie, de Jean Raspail, absorba également le neveu qui avait voyagé jusqu'en terre de feu. L'amoureux des lettres s'arrêtait, feuilletait, parcourait du regard, parfois lisait, mais n'avançait pas vraiment dans son entreprise de taxinomie littéraire. Il chercha Barès, ne le dénicha pas. Pas trace de Rébatet ni de Maurras dans les lectures de l'oncle. Mais il découvrit le brûlot tapageur du début du siècle, l'exégèse des lieux communs de Léon Bloy. Le désordre de l'étage ne désemplissait nullement. Le curieux avait tout le temps. Or, rien n'insupportait tant Didi que de presser les gens. Il découvrit l'œuvre quasi complète de Félicien Marceau. D'autres perles, comme la pièce de théâtre La ville dont le prince est un enfant et surtout Les garçons, qui lèvent l'énigme Monterland pour ceux qui ne voulaient pas savoir. Les différents tomes du journal de Julien Green se retrouvèrent étalés sur le sol d'une chambre inoccupée. Couché à même le plancher, le neveu passa des heures à parcourir des extraits pris au hasard. Il s'était lancé dans une séance de lecture transversale. Le dimanche touchant à sa fin, il laissa tout en plan. Il reprit quelques pièces littéraires en précisant bien à la veuve qu'il s'agissait de doublons. Et ainsi Arthur se retira avec les carnets d'Albert Camus sous le bras. Alors bien que ce ne fût point nécessaire, il précisa qu'il reviendrait vite. Et ce qu'il fit. Merci. Mais merci à vous. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Oui, parce que je crois, maintenant en entendant, j'étais un petit peu fort, on voit un peu qui est l'oncle, qui est la tante. Ils sont très ouverts, hein, mais il y a quand même prédilection. Et j'ai voulu montrer que c'était des gens de droite sans l'extrémité, justement. Donc c'est pour ça que j'ai éliminé Robertet et autres. Mais c'était un personnage, l'homme était un personnage, homme d'affaires, il était dans les affaires, il ne prenait pas de distance vis-à-vis de ses affaires. Et la dame, elle était cultivée, elle écoutait les émissions, elle lisait par procuration, je disais, ce que la TV ou ce que la radio lui donnait. La radio a beaucoup d'importance pour elle dans le livre. On sent l'amour que vous portez à vos personnages, hein, en tout cas. Bon, ben, je pense que nous allons terminer l'entretien ici. Un grand merci à Alain Dantine et puis bonne continuation. Mais c'est moi qui vous remercie. À une prochaine fois peut-être. J'espère. Merci.